Bonjour Edith, merci beaucoup d'intervenir au premier séminaire Sautez le pas, vivez enfin de votre passion. Je me rappelle notre première rencontre. C'était lors d'un événement, les leaders du web, en juin 2016, si ma mémoire est bonne, et j'ai entendu la voix et l'expression d'un sage, et plutôt d'une femme sage, si je puis dire. La voix de la sagesse. J'ai été extrêmement touchée par ton discours et également par ta pédagogie vraiment unique. Et je me suis permise de venir te voir et te poser des questions liées à l'expertise dont tu nous avais communiqué, qui était le personal branding. Et j'ai trouvé extraordinaire ta manière de nous présenter l'intérêt du personal branding. Et c'est dans ce cadre que je t'ai sollicité pour le premier séminaire Sauter le pas. Et je t'en remercie énormément. Et je voulais donc te poser la question, quel est selon toi l'intérêt d'un personal branding pour une personne qui est déjà entrepreneuse ou qui souhaite se lancer aujourd'hui? C'est une bonne question. Le personal branding, moi j'étais un peu le monsieur Jourdain du personal branding, venant du marketing du luxe où j'ai travaillé pendant presque 20 ans. Et je me rendais compte que l'image qu'on donne de soi, l'image qu'on donne d'une marque, crée un lien spécifique avec les personnes qui sont sensibles à tous les codes qu'on y met. Et il y a 3 ans, je crois, Olivier Roland vient passer un week-end ici avec Sylvain Caroufel, donc dans mon atelier de peinture, puis il réalise que j'avais fait tout ce marketing et il me dit, mais Edith, après tout, le personal branding, toi qui viens du luxe, peut-être que tu peux en parler. Et j'ai fait le parallèle entre les constructions d'images dans le luxe et celle de sa propre personne. Et en fait, je me suis rendu compte, en réfléchissant avec Olivier, que tous les codes qui permettent de créer un lien fort, un lien qu'on mémorise entre une marque et une personne, vient de la clarté de ce que l'on va émettre. Donc, l'intérêt d'un personal branding, c'est d'envoyer des codes bien authentiques, bien clairs, pour toucher les bonnes personnes. On est en plus dans une période où les réseaux sociaux sont déterminants. C'est-à-dire que, surtout quand on est entrepreneur et qu'on utilise le web, qu'on soit e-entrepreneur ou entrepreneur en général, on va montrer ses produits, on va montrer tout ce que l'on a à transmettre. La clarté du message est déterminante. Donc le personal branding, c'est nécessaire pour créer un lien clair, cohérent, durable avec les personnes, l'audience qu'on a envie de toucher, donc les prospects, les clients, les ambassadeurs de nos marques. Est-ce que je suis claire? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Par contre, pour les salariés qui sont en reconversion professionnelle, qui ne connaissent pas le terme de personal branding, comment le définirais-tu? Une identité de soi suffisamment claire et attirante pour que les personnes qui voient ce que l'on émane, ce que l'on projette de soi, se reconnaissent en nous et aient envie de nous rejoindre. C'est l'art de se montrer au monde avec clarté et authenticité pour rejoindre les bons clients, tout simplement. D'accord. Et donc, le personal branding est une astuce, même un conseil, C'est un plus qu'une outil astuce. indispensable pour toucher les bonnes personnes. Parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, une des questions majeures qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on va réussir à toucher des personnes, des clients? Et là, toi, tu poses encore une question encore plus pointilleuse. Est-ce que tu vas toucher le bon client? Ah oui. Alors, moi, quand j'ai démarré sur le web, au début, je me suis dit, je vais toucher un maximum de monde. Ok. Ouais, c'est intéressant, d'autant plus qu'on parle souvent d'audience, de listes, de 10 000, 50 000, 100 000 noms, etc. Et plus j'ai avancé dans le web, plus ma structure historique de marketing haut de gamme s'est
avéré utile et je me suis dit non, l'important n'est pas de toucher tout le monde, c'est de toucher les bonnes personnes. Et donc quand tu dis une astuce, non, c'est pas une astuce, c'est un fondamental. Qui je suis, qu'est-ce que je veux apporter et à qui, pour apporter quelle transformation. Et le personal branding, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais c'est la partie visible, c'est pas un truc, un gimmick, c'est la partie qu'on va émaner, qu'on va voir de nous. Mais elle est sous-tendue par qui on est, ce qu'on veut apporter au monde, comment, à qui, avec quel programme, produit, contenu, de manière à ce que le monde bouge. Parce qu'on est de plus en plus sensible au sens. Les gens ont besoin de pertinence. On est noyé de MeToo products. Un MeToo product, c'est je fais comme le petit copain qui a l'air de réussir et on se copie les uns les autres. Non, le personal branding, c'est la partie visible d'une réflexion de fond. Qui je suis, moi spécifiquement, moi Hermina, avec mon histoire, avec mon charisme, avec mes souffrances, avec mes douleurs, avec mon désir d'apporter au monde, qui fait que je représente quelque chose qui a beaucoup de valeur. C'est ça le personal branding. Donc pour moi, c'est la partie visible d'un iceberg qui est très, très fondamentale. C'est pas un gimmick. Et c'est là où je suis différente probablement de beaucoup de personnes qui parlent de personal branding. C'est que cette histoire que j'ai eue dans le luxe, très longue, très en profondeur, j'avais la moitié du monde à superviser pour Cartier à 28 ans. Après Saint-Laurent, le monde entier pour les cuirs et les bijoux. Donc je suis allée très loin dans ce domaine-là. Qu'est-ce que c'est le branding? On oublie le personal. Le branding, c'est la représentation de tout un édifice de marque. Le personal branding, c'est quand nous-mêmes nous représentons notre marque. Donc qu'est-ce qu'on veut apporter? On est dans du fondamental, dans des valeurs, dans des codes. On n'est pas du tout, et c'est là où j'insiste beaucoup là-dessus, ne vivez pas le personal branding comme une astuce en plus. Hermina, c'est quelque chose de plus fondamental. C'est l'authenticité de la structure de ce que l'on veut apporter au monde. Et ça, c'est ma spécialité. Parce qu'on revient non pas dans l'image n'est que la pointe, la fine pointe de la stratégie. C'est qui on est, qu'est-ce qu'on veut apporter. D'où le fameux slam que j'ai construit, le socle. On libère nos peurs et peur d'apparaître. On s'autorise à faire quelque chose en grand qui ait du sens. Et là, on construit un marketing solide, aligné. Et le personal branding, c'est l'émanation de tout ça. Après, c'est l'organisation par des codes de tout ça. Et c'est ça dont on va parler dans la conférence. C'est un personal branding qui soit porteur de sens et issu de cette pyramide de sens de l'iceberg dont je parlais. Et de plus en plus, on a besoin de ça pour qu'on se dise « waouh ». Le personal branding, dans ces cas-là, c'est l'effet « waouh ». Après, il y a la maîtrise des réseaux sociaux, la maîtrise de l'image, etc. Voilà, avec des codes. Mais ça, là, on rentre dans les détails. Et là, il y a des astuces. Et tu as raison, l'astuce est importante, mais l'astuce n'est qu'un des éléments de quelque chose de solide avant. C'est la cerise sur l'iceberg. Merci d'avoir rebondi sur le terme astuce, parce que justement, moi étant salariée en reconversion professionnelle, c'est ainsi que je t'ai découvert lors de ce séminaire-là, je ne connaissais pas cette étape très importante de l'escalier de l'entrepreneuriat qui est le personal branding. Et donc, c'est pour cela que j'ai eu l'opportunité d'inviter 12 experts des 12 étapes importantes de l'escalier de l'entrepreneuriat, dont une experte du personal branding qui est Edith Lassiat, qui a un parcours totalement étonnant. Donc, si j'ai bien compris, toi aussi, tu as été salarié. Ah oui, moi j'ai été salariée pendant 20 ans, mais je me faisais la réflexion, parce qu'hier on a eu un petit échange par Messenger, et quand tu as posé cette question, j'ai réfléchi que même quand j'étais salariée, pourquoi j'ai eu des postes si haut niveau, c'est que je ne me comportais pas en salarié, mais en entrepreneur. C'est-à-dire qu'au sein des marques que je représentais, qui étaient donc quand même des grosses sociétés avec beaucoup d'exigences, avec des gens de très bon niveau, et parfois j'ai vraiment beaucoup appris. Ça ne m'est pas tombé tout cuit. Je ne suis pas née dans le luxe. Mes parents étaient fonctionnaires de très bon niveau, mais c'était des fonctionnaires. Moi, je ne suis pas née avec une cuillère d'argent dans la bouche et avec des codes du luxe. Donc, j'ai dû les apprendre. Et en tant que salarié, ce que j'ai compris, c'est que ton implication
ta façon de voir ton apport dans l'entreprise, c'est finalement comme quand on est entrepreneur. On n'est pas là pour attendre que le salaire tombe, on est là pour apporter de la valeur. Et c'est ça les qualités de l'entrepreneur. Donc, je dis toujours, si vous êtes salarié, commencez par bouger à l'intérieur de vous l'esprit entrepreneurial, qui est un esprit, on va dire, proactif, c'est-à-dire je cherche des solutions innovantes, j'apporte de la valeur, je pense différemment, je reste pas dans une petite boîte de confort, pour préparer, aiguiser tout ce qui vous permettra ensuite d'être un entrepreneur qui va réussir. Osez devenir rayonnant là où vous êtes. Soyez influent là où vous êtes, parce que c'est toutes ces qualités-là dont on va avoir besoin. C'est-à-dire des capacités d'apporter des solutions nouvelles, de s'entourer, de demander, oui, c'est s'entourer, de savoir poser des questions, demander pour grandir, être polyvalent, parce que être entrepreneur, c'est être en mesure à chaque instant de devoir intervenir sur des tas de sujets différents. Donc c'est un peu ça, tu vois. Et moi, quand je suis passée de l'un à l'autre, j'ai juste réactivé les mêmes valeurs de curiosité, une forme d'ambition, mais pas une ambition matérielle. C'est la conclusion, l'ambition matérielle. Mais c'est une ambition de faire quelque chose qui fasse du sens. Et si vous avez ça... Et qu'est-ce qui t'a donné l'élan, l'envie de sauter le pas vraiment vers l'entrepreneuriat? Ah, ben déjà, moi, c'était pas vraiment vers l'entrepreneuriat la première fois, c'était vers l'art. J'ai entrepris ma carrière artistique. Ben, à 40 ans, j'ai compris que j'avais fait un peu le tour, j'avais eu des postes importants, dans mon cas, c'était mon histoire. Et je me souviens, mon mari me dit, oh, Doudou, là où tu es maintenant, tu n'as plus rien à prouver dans le marketing, tu es allé tellement haut, est-ce que tu veux pas explorer autre chose de toi? Et mon mari était déclencheur, j'adorais l'art, j'avais dans mon parcours toujours été attirée magnétiquement par les artistes, les créateurs, et j'ai déposé un peu tout ce métier de marketing pendant quelques années pour me dire, je vais plonger en art. Donc ça a été une sorte de révélation que je suis ce qu'on appelle les multipotentiels probablement, c'est-à-dire des dons dans plusieurs domaines, comme beaucoup de femmes qu'on n'entend pas dans leur multipotentialité. Et je me suis juste autorisée à déposer ça. Je l'ai fait en biseau. J'ai continué à financer pendant 4 ans ma montée en puissance dans l'art par le marketing. J'étais consultante, etc. Et j'ai monté, en fait, je suis allée à l'écoute d'un don fort, et 2 ans après, j'ai exposé aux USA. C'est-à-dire que comme c'était vraiment quelque chose qui me faisait vibrer, ici on est dans mon atelier, bon là vous voyez plutôt le côté bouquin, mais j'ai mes pinceaux, j'ai mes sculptures, j'ai tout ce qui fait vibrer une autre partie d'Edith que le marketing. Et donc je dirais que c'est l'écoute d'un don, l'écoute d'un talent qui n'est pas encore une compétence. Parce que pour qu'un talent devienne une compétence, ben, il faut bosser. Et j'ai beaucoup bossé en peinture. Et puis, c'est ça, après c'est plonger, c'est la négociation des transitions qui est très importante. Ça aussi, c'était une de mes... Je dirais une intelligence intuitive de me dire, te balance pas tout de suite dans l'art, vas-y en douceur, le temps de laisser monter pour qu'il n'y ait pas trop de pression. C'est d'ailleurs un conseil que je donne souvent. Puis après, c'était quand, au bout de 20 ans d'art, je me suis dit, tiens, j'ai encore autre chose à apporter. Marketing plus art, plus tout le travail de thérapeute que j'ai fait pendant 30 ans, parce que je faisais beaucoup de choses en parallèle, font que je suis devenue coach. Et là, à nouveau, j'ai fait un changement, une passation. Et comme d'habitude, j'ai pris le temps de me former auprès des meilleurs. J'ai appris. Et à partir de là, je suis devenue ce que je suis aujourd'hui sur le net. Mais j'ai rassemblé mes meilleurs talents, j'ai appris, et je me suis entourée. Je suis allée dans les meilleurs masterminds, je suis allée partout où il y avait de l'excellence, parce que je considère qu'un talent non travaillé, non partagé reste un talent, mais pas une compétence. Ça devient une compétence quand on le travaille. Waouh, merci beaucoup, mais que des pépites, c'est extraordinaire tout ce que tu nous livres là, c'est le témoignage d'une woman role model pour moi, c'est également le témoignage d'une femme qui a suivi son intuition et sa passion pour rentrer dans la superbe porte de l'entrepreneuriat.